Je suis Cachou et je suis cofondateur et porte-parole du collectif d'information et de recherche cannabique, qui est la plus ancienne association de cannabinophiles en France, puisqu'on œuvre depuis 25 ans, un peu plus, depuis 1991. Notre association est principalement basée sur Lyon. On a une expérience européenne qui date effectivement depuis notre création, puisque à l'époque, en début 90, on a participé à divers mouvements, diverses réunions avec des collectifs hollandais, des Pays-Bas, anglais, allemands, suisses, italiens, etc. Il y avait à l'époque un mouvement assez européen des usagers, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. On a quelques idées. En 25 ans, on a commencé à acquérir une certaine expérience et puis à voir un peu comment fonctionnent les autres modèles qui ne sont pas des modèles de légalisation, mais de tentatives de régulation, notamment sur les Pays-Bas. Nous, ce qu'on pense, ce qu'on prône, c'est une agriculture déjà biologique, de toute façon, locale, principalement en extérieur, avec des encouragements à la culture biologique et en extérieur, notamment avec des facilitations de financement pour tout ce qui est la partie sécurité, parce qu'il va falloir sécuriser des champs. Là, je rentre déjà dans des détails, c'est peut-être un peu idiot. On pense que pour démarrer de toute façon une légalisation, une réforme de la loi, il faut déjà commencer par un préambule qui est l'amnistie de toutes les personnes qui sont impliquées dans le trafic de cannabis. Pour une raison assez simple, c'est qu'il va falloir à un moment ou à un autre réintégrer les acteurs actuels qui travaillent sur cette question, de façon à ne pas les laisser de côté. Et dans cette logique-là, il faut faire appel à leurs compétences, mais dans la mesure où ils n'ont pas commis de crime de sang. Donc on demande à ce qu'il y ait une amnistie pour l'ensemble des personnes impliquées. Les compétences, ce sont celles de gens qui savent où se fournir et qui connaissent la qualité des produits et qui savent gérer un commerce, parce qu'après tout, le cannabis, c'est un commerce comme un autre, c'est une plante, donc une production agricole qui nécessite des compétences commerciales et puis des compétences en tant que producteur, comme on a des vignerons qui savent très bien vendre leur vin et qui le produisent de façon tout à fait qualitative. Il en sera la même chose avec le cannabis, il n'y a pas de raison. C'est une plante comme une autre. Donc pour revenir sur l'histoire de l'amnistie, c'est absolument indispensable parce qu'il faut donc réinsérer les personnes qui y travaillent actuellement. Mais évidemment, on considère que les personnes qui sont, elles, impliquées dans des crimes de sang, dans le cadre de ce trafic, ne sont pas, à notre avis, acceptables. Nous, on s'inspire on étudie un peu l'expérience des différents pays. Donc l'Espagne, qui a beaucoup progressé depuis quelques années à ce sujet, nous a pas mal intéressés. Alors il y a eu des expériences menées en France sur la même thématique, le même concept espagnol, c'est-à-dire les cannabis social club, mais il se trouve qu'en France, on n'a aucune marge de manœuvre légale pour cela, parce que le cannabis social club, le principe, c'est donc la réunion d'individus adultes consentants qui s'organisent de façon autonome pour pouvoir produire leur propre cannabis et le diffuser aux membres du club. En Espagne, c'est légalisé. Du coup, en Espagne, il y a cette marge de manœuvre où on peut organiser des structures de ce type-là, avec des abus qu'on a pu voir, ce qui est logique, parce qu'il n'y a quand même pas un cadre légal complètement admis, quoi. Ils surfent vraiment sur une... ils surfent sur un... j'arrive pas à trouver mes mots là-dessus.
il n'y a rien de précis au niveau de la loi, donc il y a une dépénalisation et du coup voilà, il profite d'un vide juridique, voilà, c'est ça. Il profite d'un vide juridique pour pouvoir organiser les cannabis social clubs, ce qu'on ne peut pas faire en France parce qu'il n'y a pas de vide juridique, c'est la prohibition en France. Donc les tentatives, les expériences qui ont été menées pour organiser des cannabis social clubs déclarés en préfecture en tant qu'association ont tout de suite été interdits. Après, il y a eu des poursuites et voilà. Mais c'est pas allé, ça n'a pas été plus grave que ça, mais on n'a jamais pu monter. Du coup, le modèle de cannabis social club pour la France, ça peut être quelque chose d'intéressant dans un cadre de prohibition si on nous laisse une marge de manœuvre, mais dans un cadre de légalisation, ça n'est pas le modèle idéal. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt l'organisation de lieux de vente, comme on trouve aux Pays-Bas, c'est-à-dire les coffee shops, qu'on appelle chez nous les cannabistros. C'est pas un modèle de légalisation, là c'est un aménagement de la prohibition pour l'instant, c'est surtout ça le cannabis social club. Et nous, on n'est pas pour aménager la prohibition, on est pour l'abolir, tout simplement, et mettre en place une vraie régulation avec une régie française du cannabis, avec qui réunirait en fait les institutions judiciaires, sanitaires, et puis des syndicats de producteurs, des syndicats de distributeurs et des syndicats d'usagers pour justement discuter des critères de label, de légalisation, de distribution, de qualité des produits, etc., etc. Enfin, c'est tout un programme, c'est assez complexe. On est en train de rédiger là actuellement. Ouais. Ah, de toute façon, on est à des années-lumière. Hein. On est le pays le plus répressif. On a une loi qui ne cesse d'évoluer dans la répression. On nous parle de ne pas criminaliser l'usage, mais dans la réalité, l'usage est criminalisé. On n'arrête pas de stigmatiser les consommateurs à travers, par exemple, le prétexte des adolescents. Les adolescents, on n'arrête pas de vouloir les protéger, de prétendre les protéger, et en fait on les criminalise, donc c'est un peu le paradoxe français. Après on s'étonne qu'il y ait autant de défiance vis-à-vis de l'autorité, mais à partir du moment où on méprise la population jeune, des quartiers populaires de surcroît, c'est évident que ça dégénère. À côté de ça, on a aussi de plus en plus de répression sur la conduite avec la sécurité routière. Donc sur les bords de route, on n'arrête pas de contrôler les usagers, comme si on découvrait maintenant que les consommateurs de cannabis sont aussi des fumeurs de pétards. Le paradoxe de la prohibition, c'est qu'elle stigmatise de toute façon une certaine partie de la population des quartiers populaires et issue des minorités visibles, comme on dit poliment, alors que dans la réalité, l'usage du cannabis est répandu dans toutes les régions de France et dans toutes les couches de la société, quoi. Ça va du lycéen, effectivement, jusqu'aux retraités, en passant par les professions libérales, par les patrons, par des flics, des douaniers, des militaires qui fument, quoi. Enfin, tout le monde fume. Il y a personne, aucune couche de la société n'est épargnée par le phénomène. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on a une législation qui prétend lutter contre un phénomène de société. C'est une hérésie, c'est impossible. En France, la problématique, c'est tant que les partis politiques et les responsables politiques ne prennent pas en mesure ce qui est en train de se produire avec tous les effets secondaires de la prohibition, on n'en sortira pas. Et nous, après 25 ans de travail avec le cirque, on s'aperçoit quand même que la question du cannabis ressort maintenant d'une façon un petit peu plus posée. On voit là au niveau des élections présidentielles et législatives qu'il y a quand même plusieurs candidats qui se sont prononcés pour un changement de législation, ce qui est une première, ça ne s'était jamais vu. Et puis dans les candidats des mouvements les plus importants, c'est pas des candidats qui font 2%, c'est plus de 10%, donc c'est intéressant. Et il n'y a plus la levée de bouclier qu'il y avait auparavant. Ceci dit, si une majorité politique présente un programme de légalisation à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de toute façon, il faudra s'attendre aux mêmes levées de boucliers qui sont produits avec le mariage pour tous. Ça, faut pas se leurrer. On va avoir
les mouvements réactionnaires, catholiques qui vont se réveiller, à la droite décomplexée, l'extrême droite décomplexée aussi, qui vont s'exprimer d'une façon notable. Nous, là, actuellement, ce qui nous intéresse à faire, c'est justement de prendre en compte les partis politiques qui ont décidé de parler de légalisation, et puis de leur fournir de l'argumentaire, parce qu'en face, ils vont avoir des gens qui vont essayer de les démolir, quoi. Donc c'est important qu'eux, ils puissent porter non seulement le fait qu'ils veulent légaliser, mais qu'ils expliquent comment et pourquoi. On s'est mis très rapidement en contact avec l'équipe de Benoît Hamon et l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est eux qui portaient vraiment beaucoup le programme. On avait déjà écrit à partir de 1999 le programme des Verts lors des élections européennes. Donc là, on a fait la même avec ces deux mouvements, en leur disant, bon bah voilà, vous parlez de légalisation, mais comment, pourquoi? Parce qu'on relevait au fur et à mesure dans leurs déclarations dans les médias quelques petites erreurs, des petits points assez choquants pour nous. Ils proposaient par exemple la vente dans les bureaux de tabac du cannabis, ce qui nous paraît une hérésie dans la mesure où on essaye de ringardiser le tabac, et mettre à côté le cannabis, c'est lui donner un coup de jeune au tabac. Et en plus, il faut savoir quand même que les buralistes, c'est un des pires lobbies qui existent. Dès qu'il y a eu des campagnes de prévention, les lois E20, tout ça, ils sont battus contre parce qu'ils ont besoin de vendre. Et la prévention, ça ne les intéresse absolument pas. La plupart du temps, ils ne demandent pas les papiers des gens qui viennent acheter. Et il y a beaucoup de mineurs qui peuvent acheter du tabac alors que c'est interdit normalement à la vente aux mineurs. Et il n'y a aucune information, aucune prévention de leur part. Ils vendent, voilà. Nous, on est vraiment pour que les gens aillent acheter dans des points de vente où les drogues ne soient pas mélangées avec d'autres. Les cannabistros, il n'y aurait que du cannabis. Peut-être un peu à manger, du café, du chocolat, voilà, mais pas d'alcool, certainement pas d'alcool parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de mélange. Que les gens puissent voilà, avoir une information sur le produit qu'ils sont en train de consommer, avec un étiquetage, avec la dose de THC, des cannabinoïdes que contiennent la plante. Sachant que voilà, on pourrait, sans qu'il y ait forcément de limitation du taux de THC, parce que ça aussi c'est un débat qui revient assez fréquemment, on parle du taux de THC, mais ce qui importe c'est pas le taux de THC, ce qui importe c'est que les gens sachent quel est ce taux de THC. Parce qu'on ne boit pas de toute façon une eau de vie comme on boit une bière, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver une herbe très très douce et puis une herbe un peu plus puissante selon le moment où on veut l'utiliser. Il faut s'en remettre aussi à l'intelligence des consommateurs. À partir du moment où ils sont surpris par la consommation d'un produit qui est très puissant, qu'ils ont une mauvaise expérience, généralement ils ne la renouvellent pas. Voilà, on ne cherche pas à se faire du mal non plus. Mais il y a vraiment beaucoup de travail parce que c'est très très complexe de mettre en place un marché, une filière entre la production, la transformation. Mais je pense qu'on va devoir un peu se servir de l'expérience du vin qu'on a en France avec les appellations contrôlées, avec les coopératives, mais des coopératives qui soient un peu plus intéressantes pour les producteurs, qu'il y ait, comme il y a des vignerons, qu'il y ait des producteurs transformateurs et puis qu'il y ait d'autres producteurs comme les viticulteurs qui s'en remettent à d'autres structures pour la transformation, comme des coopératives. On a beaucoup de relations avec les mouvements associatifs en général. On a eu toujours beaucoup de bons contacts avec la Confédération paysanne, qui nous a souvent invités à des événements pour parler de notre point de vue. Je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire l'économie d'une discussion avec des spécialistes, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des gens dans le sanitaire. Mais on veut pas que la question du cannabis soit exclusivement tenue par justement l'approche sanitaire, quoi, parce que la problématique de l'usage ne concerne qu'une très très faible partie de la population des consommateurs. De toute façon, il va falloir étudier la tarification par rapport à ce qui se fait actuellement, de façon à être suffisamment compétitif par rapport au marché noir qui risque de rester encore un peu avant que ce soit normalisé. Ça va prendre un petit peu de temps. Les effets de la prohibition ne vont pas disparaître d'un claquement de doigts, donc il faudra laisser quelques mois. Le plus important dans le modèle de régulation, c'est de laisser la porte ouverte à différents concepts, que ce soit le concept associatif, coopératif ou libéral aussi, forcément.
mais éviter que justement le marché noir puisse continuer, c'est réguler des prix en fonction du marché noir, de façon à ce que ce soit toujours plus intéressant de l'acheter sur le marché légal. Et de toute façon, le marché noir ne pourra jamais ou difficilement assurer un suivi de la qualité, une traçabilité de la qualité des produits. Donc il faut s'en remettre au fur et à mesure à la filière légale qui finira de toute façon par prendre le pas. De toute façon. Après, le prix va être en fonction du travail effectué par le producteur, parce qu'il faut qu'il y ait un système de commerce équitable, il faut que les gens s'y retrouvent, et puis en fonction aussi des taxes qui vont être prélevées à la production et à la revente par l'État, puisqu'il faudra bien prélever ces taxes et utiliser surtout ces fonds pour des programmes sociaux, de réinsertion, de prévention. Il y a plein de choses à faire avec les millions que ça va pouvoir brasser, sans parler des emplois que ça va créer. C'est un marché énorme, oui. Là, on parle d'1 milliard environ dans un cadre illégal. Bon, c'est super difficile, à mon avis, d'arriver à chiffrer ça dans le cadre actuel. C'est des estimations, quoi. C'est vraiment quand on l'appliquera qu'on verra ce qu'il en est. Mais c'est sûr que l'usage avec les taxes, ça peut rapporter énormément d'argent à l'État. Ça en rapporte déjà beaucoup à certaines personnes, mais pas aux petits, pas à la main-d'œuvre, mais surtout aux gros qui font le trafic. Mais le jour où ça sera légalisé, oui, ça sera vraiment un apport assez important. Je pensais à un reportage qui avait été diffusé sur TF1 sur le Colorado, où là-bas, en fait, l'argent généré par le trafic, enfin par les taxes de la légalisation, servent à financer des programmes scolaires. Et dans ce reportage, on voyait une directrice d'école avec les gamins derrière, qui montrait l'état de son école avec des fuites d'eau, des problèmes électriques, les murs dégradés, voilà, dans un piteux état. Et elle expliquait qu'elle avait postulé, dans le cadre de la légalisation, à recevoir des financements par les taxes de la marijuana. Et le journaliste lui dit « Alors qu'est-ce que vous dites ?» Et là, devant les mômes, elle fait « Vive la marijuana !» C'est la fin de la prohibition.